Salut, je suis vraiment contente que vous soyez là. Ceci est une histoire originale de Telfer. Si vous aimez les drames familiaux, avec une pointe d'énergie de Mère Ours, alors vous êtes au bon endroit. Très bien, allons-y. Ma belle-mère a montré du doigt ma fille de 12 ans et a annoncé, « Ta fille n'est personne dans notre famille. » Puis, elle a ajouté, « Alors, prends-la et fiche le camp. » J'ai simplement souri, et voilà ce que j'ai répondu. Son visage a blêmi, quand elle a réalisé que la maison était. Les gens pensent qu'on peut sentir, quand on est sur le point de devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Comme si on recevait un avertissement, une bande-son dramatique, un signe de l'univers. Non. Pour moi, ça a commencé avec les courses. Pas les courses amusantes. Le genre de course, où vous vous retrouvez dans un supermarché de Brooklyn, tard le soir, à comparer les prix des flocons d'avoine, parce que quelqu'un à l'étage pense que les marques de distributeurs sont une faillite morale. C'était ma vie. Je m'appelle Claire Callahan. Je suis restauratrice d'art, ce qui signifie que je fais en sorte que des objets endommagés, d'une valeur inestimable, aient l'air de n'avoir jamais subi les outrages du temps. En d'autres termes, je répare les dégâts pour gagner ma vie. Je ne m'attendais simplement pas à en épouser un. Nous vivions dans un brownstone à Brooklyn Heights, une de ces maisons hautes et étroites, que les gens photographient et trouvent charmantes, tout en ignorant le fait que c'est, en gros, un gouffre financier avec de jolies fenêtres. Judith, ma belle-mère, l'appelait la demeure des Callahan, comme si elle venait avec un blason familial. En réalité, elle venait avec une hypothèque, des impôts fonciers, une assurance, des factures, des réparations, et un flot continu d'urgence, que Judith annonçait comme si elle lisait les dernières nouvelles. Mon mari, Andrew, était architecte junior dans un petit cabinet. Un type bien en public, poli, silencieux. En privé, il avait le don de se transformer en meuble dès que sa mère entrait dans une pièce. Son père, Harold, avait eu un AVC environ 1 an et demi avant que tout n'explose vraiment. Il utilisait un fauteuil roulant, avait besoin de médicaments quotidiens, d'exercices de thérapie, et de routines constantes. Judith traitait ses soins comme une insulte personnelle qu'on lui avait infligée. Alors, les routines sont devenues les miennes, et discrètement, la plupart des factures aussi. Ce n'est pas qu'Andrew ne contribuait pas. Il le faisait. Mais les parties lourdes et ingrates, celles qui maintenaient la maison à flot, c'étaient les miennes. Les prélèvements automatiques, les appels à l'assurance, le renouvellement des ordonnances, les tickets modérateurs. Judith n'appelait pas ça de l'aide. Elle appelait ça « ta responsabilité ». Parce qu'Andrew était son fils. Harold était son mari. Le brownstone était sa maison. Et moi. J'étais la femme qu'Andrew avait fait entrer dans la famille, ce qui, dans l'esprit de Judith, signifiait que je leur devais des intérêts. La seule personne dans cette maison qui me traitait constamment comme un être humain était ma fille, Paige. Paige avait 12 ans. Drôle, observatrice, le genre d'enfant qui pouvait vous dire de quelle humeur était quelqu'un, juste à la façon dont il fermait un placard. Elle n'était pas l'enfant biologique d'Andrew. Ce détail n'avait d'importance que pour une seule personne sur Terre, Judith. Judith ne le disait pas ouvertement au début. Elle n'en avait pas besoin. C'était dans la façon dont elle présentait Paige aux étrangers. C'est la fille de Claire, disait-elle, comme si Paige appartenait aux objets trouvés. Pas, ma petite fille. Pas même, de notre famille. Juste, de Claire. Comme si Paige venait avec moi, de la même manière qu'un bagage à main accompagne un vol. Et Judith n'aimait pas les bagages à main. Dans cette maison, l'amour se mesurait par les liens du sang et l'obéissance. Paige n'avait ni l'un ni l'autre. Elle essayait quand même. Elle tenait les portes, débarrassait sa propre assiette, aidait Harold avec une couverture si elle glissait. Des choses normales pour une enfant. Judith la dévisageait comme si Paige tentait une fraude. Puis elle me regardait et disait, « Elle est très à l'aise ici », ce qui, en langage Judith, signifiait, « Ta fille prend de la place ». Andrew me lançait ce regard, celui qui disait, « S'il te plaît, ignore-la. Ne commence pas. » Alors, j'ignorais. Parce que je n'essayais pas de commencer quoi que ce soit. J'essayais de garder ma fille en sécurité et mon score de crédit en vie. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais qu'Andrew finirait par avoir du courage. Je me disais que Judith s'adoucirait avec le temps. C'était adorable de ma part.
Et puis, Samantha est rentrée à la maison. Samantha est arrivée un jeudi pluvieux de fin de printemps, comme une dépression tropicale avec des bagages. C'était la sœur cadette d'Andrew, 30 ans, divorcée, habillée comme si elle se rendait à une séance photo, et non comme si elle revenait vivre chez ses parents. Elle est apparue avec 3 valises surdimensionnées, chacune avec des ferrures dorées et brillantes, comme si chacune avait son propre ego. Judith s'est précipitée vers elle, comme si elle avait attendu à une gare le retour d'un soldat de la guerre. « Mon bébé !» sanglota-t-elle en lui serrant le visage. « Mon pauvre bébé !» Samantha renifla de façon théâtrale. « C'était des monstres, dit-elle en s'effondrant sur le banc de l'entrée. Sa mère me faisait faire la vaisselle tous les jours. » Judith haleta, comme si Samantha venait de décrire une séance de torture. « Il ne te mérite pas, » siffla Judith. « Tu es à la maison maintenant. Tu vas te reposer. » Puis elle s'est tournée, avec le même ton, la même certitude, et m'a pointé du doigt. « Claire, dit-elle, du jus, et monte ses valises à l'étage. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Juste une liste de tâches. Je n'ai pas bougé tout de suite, car je tenais la main de Paige. Paige faisait ses devoirs à la table de la cuisine et s'était approchée en entendant l'agitation. Elle regardait les valises de Samantha comme si elles allaient exploser. Samantha a remarqué Paige et a souri. Pas un sourire chaleureux. Un sourire de chat qui vient de repérer un oiseau. Eh bien, dit-elle en faisant traîner le mot. Qui est-ce? Judith a répondu avant que Paige ne le puisse. C'est la fille de Claire, dit-elle. Paige. Juste le nom. Aucune affection attachée. Les yeux de Samantha ont balayé Paige. Son sac à dos, ses baskets, la façon dont elle se tenait près de moi. Puis elle m'a regardé. Alors, dit-elle d'un ton léger. Elle est à la maison, n'est-ce pas? C'était une question en forme d'affirmation. Les doigts de Paige se sont resserrés autour des miens. Elle a 12 ans, ai-je dit. Samantha haussa les épaules. Je faisais du babysitting à 12 ans. Ça forge le caractère. Judith hocha la tête, comme si elle venait d'entendre les saintes écritures. Exactement, dit-elle. Paige a besoin de discipline. Le visage de Paige s'est figé. Elle était habituée aux petites piques de Judith, mais celle-ci était différente. Celle-ci portait sur la notion de propriété. Andrew est apparu dans l'encadrement de la porte, surpris. Sam, dit-il. Samantha se jeta sur lui avec un cri aigu, pleurant sur son épaule. Andrew la serra maladroitement dans ses bras et me jeta un coup d'œil, comme s'il attendait des instructions. Je ne lui en ai donné aucune, car je savais comment ça fonctionnait. Samantha pleurerait, Judith se mettrait en colère, Andrew plierait, et on attendrait de moi que j'arrange tout. La première exigence est venue avant le dîner. Samantha est entrée dans mon atelier. Je devrais expliquer l'atelier. C'était une arrière-salle reconvertie au premier étage, avec de grandes fenêtres et une armoire verrouillée pour les produits chimiques. Ce n'était pas un joli coin bricolage. C'était mon espace de travail. Solvant, vernis, documentation, gants, tout le système. Et sur mon chevalet, se trouvait une marine du 19e siècle que je restaurais sous contrat. Le genre de tableau que les gens assurent pour plus que mon salaire annuel. Le genre de tableau qu'on ne touche pas, à moins d'aimer les procès. Samantha est entrée comme si elle était chez elle. Oh, dit-elle en balayant la pièce du regard. C'est lumineux ici. J'aime bien. Je me suis levé lentement. Salut, ai-je dit. Elle se tourna, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une personne dans la pièce. Judith a dit que je pouvais avoir cette pièce, lança-t-elle joyeusement. J'ai cligné des yeux une fois. Judith n'a pas le droit d'attribuer mon atelier, ai-je dit. Samantha a fait la moue. C'est juste une pièce, dit-elle. J'ai besoin de lumière et d'espace. Je suis en pleine guérison. Tu peux guérir dans la chambre d'amis, ai-je dit. Ou dans le bureau à l'étage. Elle a plissé le nez. Ce bureau sent le vieux. Je n'ai pas répondu. Elle a souri à nouveau. Ce même sourire de chat. D'accord, dit-elle d'un ton enjoué. Je vais le dire à maman. Bien sûr qu'elle le ferait. Judith est arrivée 10 minutes plus tard,
c'est pas lourd dans cette vieille maison, et a fixé mon chevalet comme s'il l'offensait. Tu peins encore, dit-elle, comme si je m'étais mise au jeu. Je travaille, ai-je corrigé. Judith a ricané. Des images, dit-elle. Tu agis comme si tu guérissais le cancer. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit, Samantha ne peut pas avoir cette pièce. Le visage de Judith s'est durci. Elle en a besoin, a-t-elle lâché. C'est ma fille. Et c'est mon atelier, ai-je dit. Les yeux de Judith se sont plissés. Et dans la maison de qui es-tu, a-t-elle demandé. J'ai soutenu son regard. Ce qui est drôle avec cette question, c'est que je pouvais y répondre honnêtement, légalement, avec des reçus, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. À la place, j'ai dit, Paige ne sera pas non plus votre bonne. Judith cligna des yeux, surprise. Oh, ne sois pas si dramatique, dit-elle. Quelques corvées ne la tueront pas. Non, ai-je répété. La voix de Judith s'est faite plus basse. Tu deviens insolente, m'a-t-elle prévenue. J'ai souri légèrement. Parce que, insolente, est ce que les gens disent quand ils perdent le contrôle. Et Judith détestait perdre le contrôle. Ce soir-là, au dîner, Judith a servi Samantha en premier, puis Andrew, puis Harold, puis elle-même. Paige a eu son assiette en dernier, glissée vers elle comme une pensée après coup. Après le dîner, Judith a claqué des doigts. Paige, dit-elle, débarrasse la table. Paige a levé les yeux. Son regard s'est tourné vers moi. J'ai dit doucement, tu peux emmener ton assiette à l'évier. Paige l'a fait. Les narines de Judith se sont dilatées. Et le reste, a-t-elle insisté. Non, ai-je dit, toujours doucement. Judith a claqué sa fourchette. Voilà pourquoi elle est gâtée, dit-elle en pointant Paige comme si elle était une preuve à conviction. Paige s'est figée. Andrew fixait son assiette. Harold regardait par la fenêtre, comme s'il avait quitté la pièce sans bouger. Samantha a souri en coin. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il n'allait pas s'arrêter. Ni avec l'atelier. Ni avec Paige. Jamais. Sauf si quelque chose les y forçait. Alors, j'ai commencé à observer, à écouter, à collecter. Car s'il y a une chose pour laquelle je suis doué, c'est la restauration. Et parfois, la restauration commence par l'élimination de la pourriture. Les semaines suivantes furent une leçon d'abus de droit au ralenti. Judith se réveillait chaque matin avec un nouveau plan pour mon temps. Un jour, c'était, Samantha a besoin de son petit déjeuner au lit. Un autre jour, c'était, Samantha a besoin que sa lessive soit faite correctement. Samantha a commencé à laisser sa vaisselle dans l'évier comme une protestation. Des serviettes mouillées sur le sol du couloir. Elle a emprunté mon sèche-cheveux et s'est plainte qu'il n'était pas de qualité professionnelle. Paige essayait de se faire invisible, ce que font les enfants quand les adultes agissent de manière dangereuse. Elle passait plus de temps dans sa chambre. Elle lisait, dessinait, restait silencieuse. Et puis Judith a commencé à lui donner des ordres. Pas poliment, pas « aide-moi, ma chérie ». Des ordres. Paige, apporte de l'eau à Samantha. Paige, sors les poubelles. Paige, passe l'aspirateur dans les escaliers. La première fois que Paige a obéi, elle l'a fait avec cette expression prudente que les enfants arborent lorsqu'ils essaient de ne pas mettre quelqu'un en colère. Je l'ai arrêtée à mi-chemin des escaliers. Et, ai-je dit doucement. Viens ici. Elle m'a regardé comme si elle avait fait une bêtise. Tu n'as rien à faire pour Samantha, ai-je dit. Sauf si tu en as envie. Paige déglutit. Elle a dit que je devais, a-t-elle murmuré. Je dis que non, ai-je répondu. Les épaules de Paige se sont détendues d'une fraction. Puis elle a froncé les sourcils. Mais ça la met en colère. Je sais, ai-je dit. Laisse-moi gérer ça. Paige a hoché la tête. Judith n'a pas apprécié d'être gérée. La confrontation suivante a eu lieu un dimanche matin. Judith a fait irruption dans la cuisine avec un bloc-notes et l'a claqué devant moi. 15 personnes, a-t-elle annoncé. Brunch samedi prochain à midi. J'ai regardé la page. Des plats, des décorations, un timing, tout était planifié comme une opération militaire. Tu le feras,
a dit Judith. C'est la famille. Commande un traiteur, ai-je dit. Judith a cligné des yeux comme si j'avais parlé une autre langue. Que as-tu dit? J'ai dit, commande un traiteur, ai-je répété. Où Samantha peut cuisiner pour ses amis. La bouche de Judith s'est contractée. Tu le feras, dit-elle à nouveau, plus sèchement. Tu vis ici. Andrew est entré, à moitié réveillé, et a fait ce qu'il faisait toujours, essayer d'apaiser l'air sans résoudre le problème. Claire, a-t-il murmuré. C'est juste un brunch. C'est du travail, ai-je corrigé. Samantha est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un peignoir en soie, comme si elle sortait d'une publicité pour un parfum. Elle avait clairement écouté aux portes. Ses yeux se sont embués sur commande. Elle me déteste, gémit Samantha. Elle veut que je souffre. Je n'ai même pas scié. Je veux que tu arrêtes de traiter ma fille comme du personnel, ai-je dit. Judith a frappé la table de sa main. Écoute-moi attentivement, dit-elle, la voix basse et tranchante. Tant que je serai en vie, c'est moi qui dirige cette maison. Puis elle a regardé vers Paige, qui se tenait dans le couloir, tenant son sac à dos comme un bouclier. Tu as de la chance que je t'ai laissé entrer, a lâché Judith. Paige est devenue blême. Et j'ai senti cette clarté, froide et nette, s'installer en moi. La partie de vous qui arrête de supplier et commence à planifier. 2 nuits plus tard, c'est arrivé. Je suis sorti de mon atelier pour me laver les mains. 2 minutes. C'est tout. Quand je suis revenu, la porte de l'atelier était entr'ouverte. Mon estomac s'est noué. Je suis entré. Samantha était debout, près du chevalet, tenant ma bouteille de solvant. Son téléphone était posé sur une étagère, en train d'enregistrer. Les gars, disait-elle à la caméra, je suis littéralement en train de la regarder restaurer ce tableau ancien. Je me suis figé. Samantha, ai-je dit d'un ton sec. Pose ça. Elle a sursauté. La bouteille a basculé. Un mince filet de solvant a éclaboussé le coin inférieur de la toile. Le temps a fait quelque chose d'étrange. Tout a ralenti, comme si l'air s'était épaissi. Le solvant a commencé à soulever le pigment. Une bavure, une auréole, le début d'un désastre. Samantha a regardé la tache humide comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? C'est juste du nettoyant. Ce n'est pas du nettoyant, ai-je dit tranquillement. Paige est apparue derrière moi dans l'embrasure de la porte et s'est figée. Les yeux de Samantha se sont tournés vers Paige, et parce que Samantha ne pouvait pas s'en empêcher, elle a essayé de détourner l'attention. Qu'est-ce qu'elle fait ici, de toute façon? A lâché Samantha. Elle ne devrait pas être autorisée près des produits chimiques. Je me suis tourné lentement. Sors, ai-je dit. Samantha est sortie en trombe, répétant déjà comment jouer la victime. Paige est restée silencieuse. Je me suis accroupi devant elle et j'ai pris ses mains. Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit immédiatement. Paige déglutit. Elle va m'accuser. Elle peut toujours essayer, ai-je dit. Mais j'ai vu. Je sais ce qui s'est passé. Paige a hoché la tête, les yeux brillants. Puis mon téléphone a vibré. Une alerte bancaire. Virement effectué. J'ai froncé les sourcils, confuse. Puis mon estomac s'est retourné. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon compte d'épargne, mon fonds d'urgence, avait disparu. Pas quelques centaines, une grosse partie. Je suis entré dans le salon où Andrew était assis, fixant la télé sans la regarder. J'ai levé mon téléphone. Où est mon argent, ai-je demandé. La gorge d'Andrew s'est serrée. C'était pour Samantha, dit-il. J'ai cligné des yeux une fois. Pour Samantha, ai-je répété. Elle en avait besoin, s'est-il empressé de dire. Elle traverse un divorce, Claire. Elle n'a pas accès à ses comptes. Maman paniquait. Tu as volé mes économies, ai-je dit très clairement. Le visage d'Andrew est devenu rouge. Je n'ai pas volé, a-t-il lâché sur la défensive. Nous sommes mariés. Ce compte est à mon nom, ai-je dit. Tu as déplacé de l'argent sans ma permission. Andrew a détourné le regard, comme si la honte était un problème d'éclairage.
Elle avait besoin d'un avocat, a-t-il marmonné. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai dit, savais-tu qu'elle vient d'endommager un tableau dans mon atelier? Andrew s'est figé, sa bouche s'est ouverte, puis refermée. La voix de Judith venait de l'étage. Elle était au téléphone, racontant à quelqu'un à quel point j'étais instable ces derniers temps. Les épaules d'Andrew se sont affaissées. On arrangera ça, a-t-il murmuré. J'ai penché la tête. Tu, ai-je demandé. Ou moi? Il n'a pas répondu. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer de sauver le mariage. Parce qu'il est difficile de rester marié à quelqu'un qui vous traite comme une ressource. Et il est impossible de rester marié à quelqu'un qui laisse votre enfant être traité comme un objet jetable. Cette nuit-là, Paige a dormi dans mon lit. Pas parce qu'elle avait peur du noir, parce qu'elle avait peur des gens dans la maison. Je suis resté éveillé, à écouter les craquements d'un vieil immeuble et le bourdonnement silencieux de mes propres pensées. Et j'ai pris une décision. Pas une décision dramatique, une décision pratique. Certains dommages ne sont pas accidentels. Ils sont intentionnels. Et on ne répare pas les dommages intentionnels en étant plus gentil. On supprime la source. Le lendemain matin, Judith a agi comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Comme si le tableau n'était qu'une image, comme si mes économies étaient de l'argent familial, comme si Paige était une nuisance qui gâchait l'ambiance. Ce week-end-là, le brunch a eu lieu quand même. Non pas parce que j'ai cuisiné, car je ne l'ai pas fait. Judith a commandé un traiteur à la dernière minute et a hurlé jusqu'à ce qu'il apparaisse. Samantha portait une robe en satin et s'est filmée en descendant l'escalier, comme si elle était dans une émission de télé-réalité. À un moment donné, Samantha a poussé un plateau vers Paige. « Tiens ça », dit-elle sans la regarder. Paige m'a jeté un coup d'œil. J'ai secoué la tête. Paige a reculé. Les yeux de Samantha se sont plissés. « Excusez-moi », a-t-elle lâché. La voix de Paige était faible mais ferme. « Non », dit-elle. Judith est intervenue immédiatement. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a exigé Judith. Paige déglutit, tremblante. « J'ai dit non », a-t-elle répété. Judith a tourné sa fureur vers moi comme un projecteur. « Apprends les bonnes manières à ton enfant », a-t-elle sifflé. « Ma fille a de bonnes manières », ai-je dit. Elle n'est pas votre serveuse. Les lèvres de Judith se sont retroussées. Elle n'est rien pour moi, a dit Judith froidement. La pièce est devenue trop silencieuse pendant une seconde. Puis Judith a pointé du doigt. Pas moi. Paige. Comme si Paige était une tache sur le tapis. Ta fille n'est personne dans notre famille, a dit Judith, assez fort pour que quelqu'un près de la porte s'immobilise. Puis elle a ajouté, comme si elle rendait un verdict, alors, prends-la et fiche le camp. Le visage de Paige s'est décomposé, non pas en larmes, mais en choc. Andrew a inspiré brusquement. Maman, a-t-il commencé. Judith l'a coupé d'un regard furieux. Samantha a souri en coin. Et moi. J'ai souri. Pas un sourire doux. Pas un faux sourire pour maintenir la paix. Un sourire calme. Je m'envole pour Los Angeles, ai-je dit agréablement. Judith a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit Los Angeles, ai-je répété. Bonne chance. Puis je me suis tourné vers Paige. Va faire un sac, ai-je dit doucement. Juste tes essentiels. Paige a hésité, les yeux écarquillés. On s'en va, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je dit. Maintenant. Judith s'est ressaisie assez pour ricaner. Tu ne me fais pas peur, a-t-elle lâché. C'est ma maison. J'ai penché la tête. Vraiment, ai-je demandé. Judith s'est raidie. Que as-tu dit? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis dirigé vers la table de l'entrée où le courrier était empilé dans le tas chaotique habituel de Judith. Et j'ai pris un dossier, celui que j'y gardais délibérément, parce que Judith ne touchait jamais à mes papiers. Elle détestait la paperasse. Elle détestait tout ce qu'elle ne pouvait pas soumettre par l'intimidation. J'en ai sorti des copies, l'acte de propriété, les relevés d'hypothèque, et je les ai brandis. Mon nom, juste là, à côté de ceux d'Andrew et de Judith. Le visage de Judith a changé. Pas de la colère.
De la reconnaissance. De la peur. Andrew est devenu blême. Le téléphone de Samantha s'est abaissé. Tu bluffes, a murmuré Judith. J'ai secoué la tête. Je paie l'hypothèque depuis des années, ai-je dit calmement. Depuis mon compte. La bouche de Judith s'est ouverte. C'est refermé. Non, dit-elle sèchement. Tu ne ferais pas ça. J'ai souri. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. J'ai levé mon téléphone. Virement automatique annulé. Je l'avais fait ce matin-là. Discrètement, après avoir réservé 2 billets aller simple, de Brooklyn à Los Angeles. Le visage de Judith a perdu toute couleur. Andrew me fixait comme si le sol avait disparu. Tu vas nous ruiner, a murmuré Judith. J'ai haussé les épaules. Je ne ruine rien, ai-je dit. J'arrête juste de vous sauver. Paige est descendue avec son sac à dos et un petit sac de sport. Elle avait l'air terrifiée. J'ai pris sa main. Judith s'est avancée comme si elle allait bloquer la porte. Andrew n'a pas bougé. Il a juste regardé. Parce que c'est ce qu'il faisait. J'ai regardé Judith. Tu aurais dû y penser avant de traiter ma fille de personne, ai-je dit. Puis j'ai ouvert la porte, et nous sommes sortis. La première semaine après notre départ, mon téléphone n'a pas arrêté. Judith a appelé. Andrew a envoyé des textos. Samantha a envoyé des notes vocales, de longues performances sanglotantes où elle prétendait être prise pour cible. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je faisais ma dramatique, mais parce que j'étais occupé. J'avais un contrat d'1 an à Los Angeles dans un laboratoire de conservation. Un bon salaire, un travail sérieux, le respect professionnel, et quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. De l'air. Paige s'est adaptée plus vite que je ne l'avais prévu. Les enfants font ça quand ils se sentent enfin en sécurité. Elle a cessé de sursauter à chaque fois qu'une porte claquait fort. Elle dormait toute la nuit. Elle s'est mise à fredonner en faisant ses devoirs. Des petites choses qui vous font réaliser à quel point elle portait silencieusement la peur en elle. À Brooklyn, la maison a commencé à s'effondrer presque immédiatement. Pas physiquement, financièrement. Avis de retard, frais de pénalité, appel du créancier hypothécaire. Judith a essayé d'arranger les choses de la seule manière qu'elle connaissait, en hurlant sur le service client. Ça n'a pas fonctionné. Les routines d'Harold se sont effondrées aussi. Les renouvellements de médicaments ont été manqués. Les rendez-vous ont été oubliés. Quelque chose a mal tourné. Il s'est retrouvé de nouveau à l'hôpital. Andrew m'a appelé depuis une salle d'attente, la voix rauque. Papa a des problèmes, a-t-il murmuré. J'ai fermé les yeux. Non pas parce que je m'en fichais. Parce que ça m'importait. Est-il stable, ai-je demandé. Andrew déglutit. Ils ne savent pas encore, a-t-il dit. Maman dit qu'elle ne savait pas quoi lui donner. Je suis restée silencieuse une seconde. Puis j'ai dit, moi, je savais. Le souffle d'Andrew s'est coupé. Claire, s'il te plaît, a-t-il murmuré. On a besoin de toi. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement temporaire à Los Angeles, observant les palmiers se balancer comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le stress de Brooklyn. Je ne suis plus votre plan d'urgence, ai-je dit doucement. Puis j'ai raccroché. La situation de Samantha ne s'est pas améliorée non plus. Parce que la crise du divorce de Samantha n'était pas seulement émotionnelle. Elle était financière. Carte de crédit, prêts, des gens qui voulaient récupérer leur argent. Les créanciers ont commencé à appeler à la maison. Samantha a commencé à sombrer. Le brownstone s'est transformé en cocotte-minute. Judith blâmant Andrew. Samantha blâmant tout le monde. Andrew se noyant dans tout ça. Les mois ont passé. Je ne suis pas revenu. Pas pour les tentatives de culpabilisation de Judith. Pas pour les excuses d'Andrew qui n'étaient pas suivies d'actes. Je me suis concentré sur le travail, sur Paige. Sur la reconstruction d'une vie qui ne tournait pas autour de la gestion du chaos des autres. Puis, un après-midi, mon avocat a appelé. Matthew Collins, une voix calme avec des papiers bien affûtés. Ils ont reçu un avis de défaut de paiement avant saisie, dit-il. La procédure de saisie va de l'avant.
Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Paige était au comptoir en train de faire ses devoirs, mâchant un crayon comme si elle pouvait intimider les fractions. D'accord, ai-je dit. Matthew a marqué une pause. Vous n'êtes pas surprise, a-t-il observé. Non, ai-je dit. Je suis préparé. Ils ont pris contact, a-t-il ajouté. Ils veulent que vous veniez arranger les choses. J'ai souri. Bien sûr qu'ils le veulent, ai-je dit. Une semaine plus tard, je suis retourné à New York. Pas seul. Avec Paige et avec Matthew. Nous sommes entrés dans ce brownstone comme si nous y étions chez nous, parce que légalement, j'y étais. Judith a ouvert la porte et s'est figée. Elle avait l'air plus vieille, pas d'une manière digne, d'une manière creuse, stressée. Andrew se tenait derrière elle, pâle et épuisé. Harold était assis dans son fauteuil roulant près de l'escalier, fixant le vide. Samantha était sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si le déni avait le Wi-Fi. L'air sentait la nourriture à emporter Rassi et la panique. Judith a forcé sa voix à devenir tranchante. Eh bien, ricana-t-elle. Tu es revenu. Je ne me suis pas assise. J'ai fait un signe de tête vers Matthew. Voici mon avocat, ai-je dit. Les yeux de Judith se sont écarquillés. Samantha a ricané. Oh mon Dieu. Tu fais ta dramatique? Matthew a ouvert son dossier. Je suis ici pour discuter des options, dit-il d'un ton neutre. Vous en avez très peu. Judith a lâché, c'est notre maison. Matthew n'a pas scié. C'est une propriété garantie par un prêt, dit-il. Et le prêt est en défaut. La saisie est en cours. La bouche de Judith s'est ouverte. Andrew déglutit. Le téléphone de Samantha s'est abaissé. Je me suis avancé. J'ai parlé avec le prêteur, ai-je dit. Ils autoriseront une régularisation et un refinancement. Les yeux de Judith se sont illuminés d'un espoir désespéré. Tu vois, a-t-elle lancé à Andrew. Elle va arranger ça. J'ai levé la main. Pas gratuitement, ai-je dit. L'espoir de Judith s'est figé. Je ne reprendrai le prêt et ne paierai les arriérés que si la propriété est transférée entièrement à mon nom, ai-je dit. Acte de renonciation signé. Le visage de Judith est devenu blanc. Andrew a fait un pas chancelant en avant. Claire, a-t-il plaidé. Allons, c'est la maison de ma famille. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas adouci ma voix pour son confort. Ta famille a traité ma fille comme une ordure, ai-je dit. Et tu as regardé faire. Les yeux d'Andrew se sont remplis de larmes. S'il te plaît, a-t-il murmuré. Samantha a reniflé. C'est de l'extorsion, a-t-elle marmonné. Matthew l'a regardé. C'est un moyen de pression, a-t-il corrigé. Et c'est légal. Les mains de Judith tremblaient. Tu nous prends tout, a-t-elle murmuré. J'ai penché la tête. Non, ai-je dit. Je reprends ce pourquoi j'ai payé. La voix de Judith s'est brisée. Et nous alors, a-t-elle crié. J'ai regardé Paige. Paige se tenait à côté de moi, silencieuse mais stable. Je me suis retourné vers Judith. Et elle alors, ai-je demandé. Judith a tressailli. Elle ne pouvait pas le dire maintenant. Pas avec moi, là, debout. Pas avec un avocat dans la pièce. Pas avec la vérité sur la table. J'ai hoché la tête une fois. Signé, ai-je dit. Ou pas. Mais si vous ne le faites pas, je sors et le prêteur prend la maison. Ça a pris 15 minutes. 15 minutes de Judith tremblante, d'Andrew suppliant, de Samantha soupirant comme si elle était la victime de la paperasse. Puis ils ont signé. Matthew a rassemblé les papiers. Bien, dit-il. Nous allons procéder. Judith m'a regardé, les yeux humides. Tu es diabolique, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête une fois. Si protéger mon enfant me rend diabolique, ai-je dit calmement, alors oui. Puis je me suis tourné vers Andrew. Je demande le divorce, ai-je dit. Le visage d'Andrew s'est effondré. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas supplié de comprendre. Parce que si quelqu'un laisse une enfant de 12 ans se faire traiter de « personne »,
il n'est pas confus. Il est complice. J'ai pris la main de Paige. Nous sommes sortis. Et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. 1 an plus tard, Paige et moi étions toujours à Los Angeles. Nous n'étions pas glamour. Nous ne jouions pour personne. Nous étions en paix. Paige a rejoint un club d'art, s'est fait des amis, a ri à nouveau bruyamment. Elle a arrêté de s'excuser d'exister. Quant au brownstone, il était à mon nom. Je l'ai rénové lentement, soigneusement, comme je restaure les tableaux, enlever ce qui est pourri, stabiliser ce qui vaut la peine d'être sauvé, protéger ce qui est vulnérable. Et puis je l'ai vendu. Pas par dépit, pour tourner la page. Parfois, Paige demandait tranquillement, « Tu penses qu'ils ont déjà regretté ?» Je la regardais et je disais, « Ça n'a pas d'importance. » Parce que la culpabilité n'efface pas les dommages. Mais le choix, oui. Ils ont fait le leur, et j'ai fait le mien. J'ai finalement choisi ma fille. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour